On va essayer de parler du monde d'après, parce que c'est en fait ça qui nous intéresse. Mais avant, donc, comme je suis prospectiviste, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. À 20h02, nous faisions tous la même chose. On était devant le président Macron. On avait tous des attentes, on a tous eu des déceptions, on a tous eu des confirmations, on a tous retenu des choses différentes. En fait, la scène qu'on a vécue pour nous-mêmes, c'est ce qu'on vit traditionnellement dans notre métier de directeur commercial. Des biais de référence du passé qui nous ont transformés, l'analyse des faits qui n'est pas toujours la même, l'excès de confiance, les souhaits que nous avons qui ne sont pas réalisés, les confirmations. C'est comme ça dans notre vie de tous les jours. Sauf que là, c'est dans ce cas du Covid-19 et de l'épidémie qui nous concerne. Et on est en pleine transformation mentale. Imaginons un TGV. Il est à 360 km/h, 400 si vous voulez, 500 km/h. Et tout à coup, il prend en pleine poire un Covid, le Covid-19. Splash, ça explose. On l'arrête, ça prend des centaines de mètres, peut-être des kilomètres. Il s'arrête totalement, on regarde les dégâts, waouh, dur, il va falloir qu'on répare. Ça prend du temps, beaucoup de temps, c'est longtemps. Les wagons ont été touchés, pas tous, plus ou moins, on s'interroge. On va le faire redémarrer. Il n'est pas totalement réparé, oui, mais quand même, on va le faire redémarrer, il faut qu'on y aille, parce que si on n'y va pas, il faut qu'on y aille. Alors le train, le TGV se remet à rouler. De plus en plus vite. Enfin, lentement au départ, de plus en plus vite. Ça va prendre longtemps, des centaines de mètres, des kilomètres. Ce que nous sommes en train de vivre, notre crise d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Le train s'est arrêté et nous sommes dans la phase de préparation. On est en plein dans un film de science-fiction dont nous ne maîtrisons pas le scénario et qui se réécrit chaque jour. Chaque jour. Et on ne maîtrise rien. Pour l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il se passe des entreprises qui fonctionnent bien. D'ailleurs, des entreprises dont un tiers du personnel, si on veut, un tiers des personnes fonctionnent, travaillent, un tiers sont à la maison, et puis un tiers sont sur leur poste de travail. On en est là. C'est une situation que l'on n'avait jamais vue. On est sur un arrêt mortel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu cela que je voudrais vous décrire aujourd'hui. L'entreprise est confrontée à 4 temps. Pendant la crise, le déconfinement, le relancement et l'après-Covid-19, le nouveau temps. Reprenons ces 4 temps. La crise du Covid-19, c'est un spectacle du confinement exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Alors depuis hier, on sait à peu près que ce sera pour le 11 mai. Oui, mais attendez, le 11 mai, ce sera le début du déconfinement. Pendant ce temps, nos clients, les entreprises, les consommateurs sont transformés. Ils ne sont plus pareils. On l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers en télétravail, un tiers sur le terrain, un tiers à l'arrêt. C'est dur, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On n'est pataleando, comme on dit, je crois, en espagnol. On a une jambe en l'air. Et puis, il va arriver le déconfinement. D'accord. Le 11 mai, le 12. Mais comment vont réagir les clients? Comment ça va se passer? Admettons que vous ayez le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On sort? On ne sort pas? On va faire des courses? On ne va pas faire de courses? Mais qu'est-ce qu'on va acheter? On est surpris. On met juste un pied dehors, 2 pieds dehors. On hésite dans ces rues désertes. Qu'est-ce qui se passe? Où aller? Où ne pas aller? Où consommer ou ne pas consommer? On dirait du Molière. L'entreprise se retrouve en assistance psychologique de ses salariés et de ses clients. Elle materne, ne brusque pas. Ça va durer longtemps. On ne sait pas combien de temps. Le président a parlé du 14 juillet. D'accord.
s'il nous fait le même coup qu'avant, c'est plutôt le 15 août. Ça va durer assez longtemps. Et ce qui est pire, qu'il faut imaginer pendant ce déconfinement, quand on va peut-être commencer à retravailler. Tiens, il y avait Jacques l'autre jour, il était bien, hein, mais il a rechuté. Ah bon? Pourtant, j'ai vu, on a discuté, on a pris un café, tout ça. Alors, moi aussi, oui, il y a des rechutes du Covid-19. Donc, ce déconfinement, ce 11 mai, 14 juillet, 15 août, je ne sais pas, il est long et il est lourd. Psychologiquement, on n'est pas libre. On va se sentir avec cela. On est dans la crainte permanente de la rechute. Alors, vous imaginez les vacances? Les vacances, aller au bord de la mer, comment? Pas de café, pas de restaurant, ou très peu. Pas de spectacle, pas de concert, pas de 14 juillet. Ça va être dur, ça va être très dur. Et c'est ce contexte-là qu'il faut imaginer pour nos clients, pour nos entreprises avec lesquelles nous travaillons et pour nos salariés. Alors ensuite, il y a le relancement. Le confinement, vous savez, c'est une ligne de plus en plus fine. Le relancement, c'est une ligne fine qui s'agrandit. Ça se chevauche. Ça se passe en ce moment. On commence à entreprendre quelques entreprises qui sont en train de reprendre. Après ce choc social, économique, organisationnel, psychologique, va-t-on vivre dans ce relancement un rattrapage de ce qui n'a pas été consommé, ou au contraire une soif débordante de consommation, ou encore un basculement dans une nouvelle consommation? On ne sait pas. Ces trois scénarios, dans ce temps-là, sont possibles, autant pour les entreprises que pour les consommateurs. Ce temps-là, dans l'entreprise, il faut le préparer. Dès maintenant, il faut sortir de la tendance, ne pas s'imaginer que ce temps sera la simple suite du temps d'avant. Lequel? Celui du confinement ou celui du pré-confinement? Pré-confinement, janvier, février? Non, ce ne sera pas ça. Pendant le confinement? Non, c'est un temps nouveau et il faut absolument aborder la psychologie des individus. Plusieurs scénarios sont à construire. Ils dépendent de chaque marché et de chaque entreprise afin de ne pas se laisser surprendre. Et puis, il y a l'après-Covid-19. C'est le quatrième temps. C'est un nouveau temps. L'après-Covid-19 est un cas, en fait, idéal de prospective, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut construire des hypothèses. On appelle ça des scénarios. On monte des histoires qui peuvent être absolument contradictoires. Ce qu'on sait, c'est qu'en 6 mois, parce qu'il va se passer 6 mois depuis la mi-mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il va se passer 6 mois. En 6 mois, le monde a changé. La technologie ne s'est pas arrêtée, elle s'est développée. Ne serait-ce qu'une chose, il devait y avoir les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Olympiques de 2020. Les JO de 2020 auront lieu en 2021. Ça s'appellera toujours les JO de 2020. Mais on était prêt pour la 5G. La 5G, mais c'est un phénomène mondial. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que Huawei, on va le craindre toujours? Est-ce qu'on attendra Nokia, Ericsson? La 5G, elle est partie dans certains pays. Est-ce que nous, en France, nous allons le faire? Il y a des oppositions, il faut travailler là-dessus. Tout ce qui touche à l'alimentation, à l'agroalimentaire, à l'agriculture s'est transformé. Manger du pangolin et des chauves-souris, on voit où ça mène. Ce n'est pas la première fois. Le SRAS venait aussi des chauves-souris. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, la vache folle, venait de l'alimentation du bétail. On a eu d'autres crises avec le cheval, etc. Donc on voit que chaque fois qu'on touche à l'animal et à l'alimentation, l'animal dans une manière non conventionnelle, non attendue, il se passe quelque chose. Donc l'agriculture va changer, l'alimentation va changer, l'agroalimentaire va changer. Ce ne sera plus comme avant. Tout ce qui touche à l'environnement aura été perçu différemment. Et oui, vous imaginez le changement climatique qui arrive comme une bombe, comme le Covid-19, avec un réchauffement climatique attendu à plus 2 degrés, si on veut, fin du siècle, mais qui sera peut-être plus proche de plus 6 degrés, plus 7 degrés, plus 8 degrés, fin du siècle, d'accord.
Mais dans les 10 ans qui viennent, dans les 20 ans qui viennent, qu'est-ce que ça veut dire? La montée des mers, par exemple, et aussi le dégagement de terres nouvelles au nord de l'Amérique du Nord, au nord de la Russie, 20 millions de kilomètres carrés qui peuvent se libérer. On est dans un monde d'environnement qui se transforme. Tout ce qui touche à la ville va se transformer. Mais oui, parce que la ville fait partie de l'environnement. Quand on a été confiné comme on l'est aujourd'hui, on a besoin d'air pur. Oui, mais l'air pur, il y a des villes, c'est du béton. Il y a des places granitées. Formidable, le granit, d'accord, mais on ne respire pas. On a quelques arbres, mais on voudrait de la verdure, des pelouses, des fleurs. Il faut réfléchir à la ville. Imaginons qu'il y a un coup de chaud, un coup de température, une canicule, au mois de mai ou au mois de juin, et on ne peut pas sortir comme on veut. Mais on va cramer dans nos appartements. Donc, la ville doit être transformée par là, et puis il faut qu'il y ait moins de voitures qui roulent, les campagnes vont être transformées. Oui, tout ça va beaucoup bouger. Et puis tout ce qui touche à la santé, et c'est essentiel, on s'en rend compte. On a doublé le nombre de lits de réanimation, mais il y en a beaucoup trop. Pas par rapport à aujourd'hui, bien sûr, mais par rapport à dans 6 mois. C'est pas ça qu'il faut. C'est une médecine prédictive, une médecine qui nous dit où on va aller. Vous savez, je vous ai parlé de la 5G. La 5G, ça veut dire, par exemple, dans un stade de foot, au lieu d'avoir 1000 ou 3000 téléphones qui peuvent fonctionner comme aujourd'hui, 1000 ou 3000, eh bien, on en a l'équivalent de 300 000. Pas des téléphones, des puces. Des puces dans le cœur, puces cardiaques pour surveiller, pour voir notre cholestérol, notre sucre, etc. Pour mettre sur les lunettes, parce qu'on ne sait jamais où on pose ces lunettes, pour mettre sur nos clés de voiture, etc. On aura tous sur nous 5 ou 6 puces. Donc, on aura aussi des puces qui vont nous avertir de notre état de santé. Et là, on sera peut-être inquiet, on voudra encore plus savoir ce qu'il en est de notre santé. Et puis, le lendemain de cette crise, l'après-Covid-19, c'est pas 14-18, on avait eu 8 millions de morts en France et en Allemagne, 16 millions. Parlons pas de la grippe espagnole qui avait suivi, qui était dans le monde avec ses 30 à 60 millions de morts. C'est pas ça. C'est pas 39-45. Curieusement, 39-45, il y a eu finalement peu de morts en France. Peu de morts. La France a été pas mal détruite, surtout dans sa partie nord. Mais la guerre 39-45 a été un choc des esprits. On n'aura pas de baby-boom, si peut-être. Le confinement va peut-être nous déclencher dans 9 mois, à la fin de l'année, quelques sursauts de naissance. Peut-être aussi pour ceux qui n'auront pas eu le temps de se marier au mois de mai-juin. Mais c'est différent ce qui va se passer. C'est un choc psychologique profond. Avoir 20 ans en 2020, et c'est la génération Z, on va les appeler peut-être différemment. Et la génération Y, ils vont subir le choc. La génération Y, beaucoup sont parents. Avoir assumé les enfants à la maison, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 24 sur 24, pas évident. Et puis un autre univers qui marquera aussi, on quitte une population, une double population dans les entreprises, vous savez, entre les solastalgiques et les résilients. Les solastalgiques, c'est ceux qui sont très déçus des choses qui ne leur arrivent pas. Ils sont effondrés parce que telle décision qu'ils auraient voulu prendre n'est pas arrivée. C'est un philosophe australien, Glenn Albrecht, qui avait vu ça avec des chercheurs effondrés en voyant la barrière de Corée s'effondrer. Ces gens-là, qu'on retrouve dans les gilets jaunes, qu'on retrouve dans les collapsologues, qu'on retrouve aussi dans certains types de comportements, tout ça, moi j'appelle ça les solastalgiques, des gens qui sont effondrés, sont abattus, ils ne sont pas bien. Et puis il y a une autre population qui est aussi dans l'entreprise, sont les résilients, c'est-à-dire ceux qui absorbent les chocs. On absorbe, on se regonfle et on repart. Il existe ces deux populations. Comment ces deux populations vont sortir de cette crise du Covid-19? C'est important. Et quand on a vu toutes ces révolutions qui sont en train de se passer pour la sortie de cette crise, cette sortie, c'est quand? Septembre, octobre, novembre, c'est loin, hein? Août,
peut-être un petit peu. Les entreprises, de toute façon, vont commencer à démarrer. Comme je vous disais, ce sont deux triangles du déconfinement, l'un qui baisse, et la relance avec l'après-Covid-19 qui va se mettre en place, avec des usines qui commencent à tourner petit à petit, avec des volontaires. 15 septembre, imaginez-vous qu'on va parler de la retraite, de la réforme des retraites. Pas du tout. Imaginez-vous que l'on va reparler de la réforme du chômage. Pas du tout. On n'en est pas là. Donc, on est dans un monde qui est coincé. Alors, en gros, il y a 4 gros projets qui vont se mettre en branle, à mon sens. Le premier, limiter la mondialisation industrielle avec de la relocalisation. C'est évident. Déjà, depuis quelque temps, les salaires des ouvriers chinois a rattrapé ceux de certaines régions des États-Unis. Les Chinois, d'ailleurs, sous-traités dans les pays voisins, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, et puis aussi la Corne de l'Afrique. Bon. Deuxième point, redéfinir le rôle de l'État. C'est une occasion unique. On voit quel est le rôle de l'État. En même temps, le rôle de l'Europe. On voit qu'il y a des différences. La Suède ne réagit pas comme la Croatie, dont le monde, Singapour, n'est pas Israël, pas très loin. Mais tous les pays réagissent différemment et à l'intérieur de l'Europe, c'est aussi cela, avec 27 pays, le 28e, on le connaît. Et puis, le troisième point pour moi, c'est qu'il faut limiter la puissance des GAFA. Il n'y a rien arrivé avec les GAFA pour l'instant. Pour l'instant. Mais imaginons qu'il arrive quelque chose. Les GAFA ont un poids gigantesque. Il faut réfléchir au trop-plein de ce poids, au trop-plein de leur puissance financière et de l'impact qu'ils ont sur notre vie quotidienne. Et puis, quatrième point sur lequel il faut travailler, c'est la panique comme exercice de management. On se retrouve dans des situations extrêmes que l'on n'avait pas prévues. Et il faut manager une entreprise, même quand tout le monde est à la maison. On manage aussi. La panique est un exercice qu'il faut faire. Quand on a vu ces points-là, il y en a un qui manque et sur lequel j'ai écrit pas mal déjà d'ailleurs en 2014. Et puis j'ai réécrit au début du mois d'avril. J'appelle ça le CNR, le Conseil national de réinvention. Curieusement d'ailleurs, c'est le mot réinvention dont a parlé le président hier soir. Il faut se réinventer. En fait, je parlais de 14-18 et 39-45, certains ont dit c'est la crise de 29. Oui, non, c'est pire que la crise de 29. C'est une société à refonder. Dans ce que je vous ai évoqué jusqu'à présent, je parle de la transformation de l'entreprise, des marchés, mais il y a aussi la transformation de l'État. On voit que c'est en train de se faire. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé. Recherchez un petit peu le CESE, dans le cadre du CSE, du Conseil économique, social et environnemental. Il y a une commission de 150 Français tirés au sort qui ont travaillé sur la notion d'environnement. Vous savez, ces postes gilets jaunes. Regardez, ils ont rendu vendredi dernier des premiers résultats corrigés par le Covid. C'est intéressant. On voit qu'on commence à transformer la société. Donc, cette réinvention de la France, de l'Europe, du monde, va se faire à marche forcée. Ça va se faire, il faut y réfléchir. Et puis, le deuxième point qui est important, c'est la prospective de l'entreprise et de son marché. Il faut travailler là-dessus. Le propre de la prospective est d'émettre des scénarios futurs, pas un scénario futur. Il n'y a pas une réponse. Surtout aujourd'hui, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Chaque marché a ses scénarios, chacun. Chaque entreprise, même à l'intérieur de ces marchés, a ses scénarios. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Vous vous souvenez, en 1994, IBM et Apple fabriquaient des ordinateurs. Ils étaient très mal, tous les deux. L'un est devenu une société de services, c'est IBM. Il ne reste plus que 5% de fabrication de produits. C'était 95% en 1994 de fabrication de produits. Apple, c'était un fabricant d'ordinateurs.
Aujourd'hui, il se repose pour l'essentiel sur l'iPhone que lui-même a inventé. Donc, deux entreprises qui font exactement la même chose en 1994, à la sortie de leur propre crise, elles font des choses différentes. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Nous, entreprises, nous allons nous transformer, nous allons changer. Et le Google de demain, il est peut-être parmi vous, il est en train de se créer. Et peut-être que ce Google de demain fera échouer le Google d'aujourd'hui. L'enjeu, c'est de ne pas se laisser surprendre. Il faut être prêt. Et dès aujourd'hui, il faut construire des scénarios extrêmes, des scénarios impensables, car c'est le propre de cette époque d'être bousculé, d'être contradictoire. Par ailleurs, travailler en prospective, c'est un formidable outil pour ressouder des équipes qui sont malmenées par le confinement. Travailler pour loin, un horizon, ça dépend des entreprises. 3 ans, 3 fois le temps de vie d'un produit. Travailler à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, ça aide à voir loin, ça aide à ressouder, à se dégager du présent et à imaginer le futur, les futurs. La prospective aujourd'hui n'est pas affaire de longues études qui s'étalent dans de longs mois. Une étude de prospective comme ça peut se faire rapidement. Il faut le faire rapidement, il faut le faire maintenant. En conclusion, il y a 2 plans de futur. Le premier, c'est le futur immédiat. Il est au fil de l'eau. Il s'ajuste chaque semaine, c'est ce qu'a dit le président. Le plan que je vous propose, chaque semaine, on va le réévaluer. Chaque semaine, dans une entreprise, on réévalue ce que l'on va faire parce qu'on a tel client qui s'est mis à travailler, parce qu'on a telle usine que l'on peut remettre en route, parce qu'on a tel consommateur qui apprécie tel produit ou n'apprécie pas tel produit, parce qu'on a tel outil, telle compétence dont on a besoin aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est pour l'immédiat. Et puis le deuxième plan, c'est un futur prospectif pour anticiper. Je vous en ai parlé. 1, il ne faut pas se laisser surprendre. 2, nos concurrents ne sont pas nos collègues. Et demain, il ne faut pas qu'ils soient nos collègues. Et 3, mieux vaut être le premier que la copie. Voilà, je vous remercie et je suis impatient d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Philippe. Alors, première question, on vous remercie pour cette intervention. Avez-vous des outils ou des conseils à partager sur les techniques de prospective? Oh là, j'ai un livre. J'ai tout un livre qui s'appelle Méthodes et pratiques de la prospective. C'est un petit peu long à résumer, mais l'un des aspects principaux de ma méthode, c'est une méthode de signaux faibles, ensuite de construction de scénarios prospectifs. L'un des moyens essentiels que je donne dans cette méthode, c'est de penser l'inverse de la pensée commune, d'être dans le paradoxal, contre la pensée commune. Imaginer ce qu'on entend et se dire, et s'il y avait l'inverse? On se rendra compte d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'un seul inverse, il y a plusieurs inverses. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. C'est pour ça que cette méthode, elle est souple, elle est agile, elle nous force, elle nous oblige à nous remettre en cause. Alors, c'est pas facile de se remettre en cause, mais l'époque nous y aide. Elle nous oblige à nous remettre en cause. Voilà, après, c'est un travail quotidien. Alors, je n'ai pas de questions, j'ai juste quelqu'un qui a fait un commentaire quand vous avez parlé de la génération Z. Il dit « La génération Z n'existe pas, relisons Bourdieu, l'âge est une donnée biologique socialement manipulable et manipulée. » C'est juste, il n'y a aucune génération qui existe. Cependant, il y a des points communs. La génération des baby-boomers, elle a existé avec mai 68. On parlait de la génération libération, elle a existé. La génération des années folles, elle a existé. C'est-à-dire, c'est un ensemble de points communs qui a marqué une époque. Dans ces temps-là, avant 68, on parlait de l'époque des 18 ans, des 20 ans. Aujourd'hui, c'est un peu cela aussi. On ne peut pas dire qu'il existe en tant que tel une génération Z, mais il y a
un comportement de cette génération qui est différent de ce qu'on appellerait la génération crise. La génération Z, elle est née avec cet engin. Elle l'a avalé en elle. C'est une réflexion complètement courante. Alors dire que c'est simplement les gens nés à partir de 1995-2000, bon, c'est un peu sommaire. Il y en a d'autres qui sont nés un petit peu plus tôt. Mais c'est important de se dire, par rapport à ce que j'évoquais, avoir 20 ans en 2020. Avoir 20 ans en 2020, c'est-à-dire que ces jeunes, ces ados, ces post-ados, ces adolescents, comme on dit aussi, qui ont 25-30 ans, qui sont là confinés chez eux, ça marque longtemps. Donc, on ne peut pas échapper au fait qu'il y a une génération, cette génération-là qui vivait beaucoup de sorties, de cafés, de restaurants. Là où je suis, j'habite dans Paris, les restaurants, avant cette crise, étaient pleins jusqu'à 11 h du soir, minuit, 1 h du matin, tous les soirs. Et cette génération-là, elle est dedans. Pas la génération des 40 ans qui ont des gamins à s'occuper. Donc, il y a des comportements quand même qui sont marqués. Et cette génération sera marquée par cette époque. Elle aura des réflexes. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va durer 6 mois? Est-ce que ça va durer 2 ans? Mais dans une entreprise, selon les produits que l'on fait, s'ils sont des produits de consommation courante ou des produits industriels plus lourds, on doit se poser la question. Alors, une autre intervention, donc, enfin une autre question plutôt. Belle intervention, bravo. Le plus grand risque n'est-il pas que l'après soit comme avant, chasser le naturel, il revient au galop? Alors, il y a des choses sur lesquelles je pense vraiment qu'effectivement, tout ce qu'on exprime comme vœu aujourd'hui, il faut qu'on consomme moins d'énergie, il faut qu'on roule moins en voiture, il faut qu'on prenne moins l'avion, tout cela, ce sera vite oublié. Alors, Air France considère qu'en 2021, il aura quand même une chute de sa fréquentation de 10%. Donc, ça va durer. Lufthansa supprime 20% de ses avions. Donc, ils se disent, on va moins prendre l'avion. Mais c'est vrai que tout ce que l'on exprime comme un souhait d'aujourd'hui par rapport au moment présent, là, comme ça, le 14 avril, non, ça va s'estomper une fois que ça va durer quelques semaines, quelques mois, parce que le déconfinement et le relancement va prendre du temps. Oui, c'est certain. Mais en même temps, on est sur une autre réflexion de notre futur. Comment devons-nous manger? Alors bien sûr, quand on va faire ses courses, on achète en rapport qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix. Quand on achète une chemise à 30 €, une chemise à 90 €, si c'est les mêmes, on prend celle à 30 €. On ne fera pas tellement attention qu'elle a été fabriquée en Chine. Et puis celle de 90 € sera peut-être fabriquée en France. On dira, bah, tranquille, elle était tellement moins chère, et puis c'était la même chose. Bon. Mais petit à petit, ces comportements vont changer. Peut-être par ceux qui ont le moyen ou la volonté de le faire. Alors ce sera très peu de gens, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est peu de gens qui agissent, sauf que ce peu de gens, à la sortie de cette crise, va être un peu plus nombreux. C'est comme un petit peu les gens qui mangent bio, c'est moins de 1%. Aujourd'hui, on en est peut-être à 2 ou 3 qui mangent bio. Et puis tout à coup, ce chiffre augmente. Donc on aura un comportement qui va évoluer petit à petit et qui va prendre place. Donc oui, il y a des choses, évidemment, des promesses qu'on se dit aujourd'hui, ah, il faut que je pollue moins, et puis demain, on va prendre sa voiture, son avion, etc. Mais la question sera beaucoup plus présente qu'auparavant. Vous savez, en Suède, il y a ce phénomène de la honte de prendre l'avion. Je ne sais plus comment ça se dit en suédois. En français, ça se traduit comme ça. Petit à petit, est-ce que ça vaut la peine d'aller en week-end à Barcelone? C'est quelque chose qu'on va se poser, une question qu'on va se poser. Peut-être que le kérosène de l'avion sera un peu plus taxé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et sur le coup, l'avion sera plus concurrencé par le train. Il y a des choses comme ça qui vont peut-être évoluer. C'est ce CNR, ce Conseil national de la réinvention, qui, à mon avis, va petit à petit
se mettre en place, jouer des rôles. Quand je dis petit à petit, moi, personnellement, j'espère que ça ira assez vite. Alors, vous avez interpellé un peu l'auditoire en ce qui concerne la… Attendez, j'ai perdu les questions, il y en a plusieurs sur la concurrent n'est pas mon collègue. Donc, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément aujourd'hui, elle se serre les coudes pour nous clients consommateurs, que pourrait-il en ressortir après? Voilà, en gros, ça tourne autour de ça. Concurrent n'est pas mon collègue, que voulez-vous dire? Vous savez, c'est une illustration très simple. Ce n'est pas le fabricant d'ampoules, de bougies qui a créé l'ampoule à incandescence. Ce n'est pas le fabricant d'ampoules à incandescence qui a créé l'ampoule LED. Et ce n'est pas le fabricant d'ampoules LED qui va créer l'éclairage OLED. On peut le prendre dans énormément de marchés. Aujourd'hui, les voitures électriques qui comptent, ce n'est pas celles qui font 200 ou 300 km en étant chargées en une demi-heure, soi-disant le temps de manger un sandwich. Il doit être grand, le sandwich. Et sur la publicité qu'on voit, il est tout petit. Non, il faut, quand on fait un plein d'une demi-heure, il faut rouler 400, 500 km, 600, 700 km. Donc, on est sur un temps où les acteurs changent. Le collègue, il fait la même chose. Celui qui fait changer le marché, il fait quelque chose de différent. Ariane Espace est une boîte extraordinaire, mais Ariane Espace est clairement concurrencé par Elon Musk, par SpaceX. Et ensuite, OneWeb est en dépôt de bilan depuis quelque temps. Ariane Espace est un de ses principaux clients. Donc, rien n'est acquis. Et dans le temps que l'on va vivre, où il faut qu'on imagine le futur, il faut qu'on imagine de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., si on fait la même chose que l'autre, si on fait la même chose que son collègue, rapidement, on ne sera plus dans le marché. Il faut être face à des concurrents, pas face à des collègues. Et si vous pouvez me reprendre la deuxième partie de la question. Alors, attendez, parce que je vais là. Il faut que j'y retourne. Je l'ai perdu, je crois que je l'ai perdu. Je vous en pose une autre, je la retrouverai après. Certains dirigeants politiques ou d'entreprises ou autres sont formatés pour certains schémas. Les dés vont-ils être redistribués? Ah, ça c'est le plus dur. C'est la construction mentale de certaines personnes. On a une construction mentale qui est, bon, entre autres en France, qui est très lourde, et on souffre beaucoup de lourdeur administrative. On voit bien qu'en pharmacie, les produits en phase 3 sont testés dans d'autres pays que la France parce que c'est plus souple, plus rapide, plus réactif. On voit bien que dans le béton, les normes européennes nous empêchent d'avancer, donc les fabricants de béton se mettent d'accord entre eux sans l'Europe. Oui, on voit bien, on m'a dit que dans la crise actuelle de la santé, les hauts fonctionnaires souvent sont liés à des processus avec des processus d'appel d'offres, etc., qui fait qu'ils n'ont pas su réagir par rapport à une panique, aussi parce qu'ils sont coincés là-dedans. Oui, il y a des mentalités à modifier, il y a de l'agilité à conquérir partout. Et cette crise nous le montre bien, qu'il faut qu'on soit beaucoup plus réactif, moins frileux, acceptant plus de choses. Et aussi, nous autres Français, on est très frileux sur des choses. À mon sens, d'ailleurs, on fait trop d'études de marché pour savoir l'opinion des gens. Qu'est-ce qu'on pense du téléphone qui va nous suivre et nous permettre de savoir si on a croisé quelqu'un qui… Alors, non, on est contre. On a peur d'être fliqué. Mais souvenons-nous, quand il y a certaines communes qui se sont équipées de caméras, on a crié au scandale. Et les mêmes qui crient au scandale à l'époque sont demandeurs aujourd'hui de caméras
parce qu'effectivement, ça apporte une sécurité dans la ville. Vous vous souvenez, quand ça a été créé, ce petit engin, on a dit, mais à quoi ça sert? Si on veut me joindre, ou je suis chez moi, ou je suis à la maison. Puis sinon, je vais être tranquille. On n'avait pas compris que ça, c'est personnel, alors que le téléphone avec un fil est lié à un lieu. Donc, il y a tout un état d'esprit à modifier, toute une souplesse. C'est vrai que du côté de l'administration française, on est un petit peu encrassé dans des habitudes et dans des réflexes et des méthodes qui sont plus d'époque. Et le temps qu'on vit aujourd'hui le montre. Et donc, c'est une occasion extraordinaire pour dire supprimons des normes, allégeons des procédures, tout en respectant les qualités, les cahiers des charges que l'on veut, mais allégeons ces cahiers des charges. Alors, ensuite, quelques conseils pour constituer un groupe de travail prospectif. Pour moi, il faut tout le monde dans une entreprise. On va dire tout le monde, ça dépend de la taille de l'entreprise. Il faut que tous les services soient représentés. On ne va pas faire un groupe de travail prospectif avec uniquement le marketing. C'est évident, le marketing est très bien. Mais il faut aussi la R&D, la recherche, les produits, la direction d'usine. Il faut aussi les services après-vente, il faut aussi la finance. Il faut aussi des services techniques qui côtoient les produits tous les jours. Chacun a une connaissance de son quotidien et chacun apporte quelque chose à la prospective. Et puis, il y a une personne qu'il faut inviter dans l'entreprise et elle existe toujours. C'est celui qui dit jamais rien, qui arrive à 8h et qui part à 17h30, qui est extrêmement rigoureux sur ses horaires. Et regardez-le bien, il a une deuxième vie. Parce que quand il rentre chez lui, il fait autre chose. Il a une deuxième vie. Et c'est quelqu'un qui a une vie extraordinaire et une richesse de choses à dire formidable. Simplement, sa deuxième vie lui bouffe sa vie d'entreprise. Faites-le venir, il a plein de choses à raconter. Et vraiment, on a comme ça des gens absolument extraordinaires. En prospective, on les retrouve. Alors, bravo pour l'intervention. Comment voyez-vous la relance de l'économie, intervention de l'État? Quel est le rôle du dirigeant commercial? Là, c'est pour les DCF. Oh là là, bon, je pensais avoir un petit peu abordé ce sujet-là. On est dans une refondation. Et cette refondation concerne tous les domaines de l'entreprise. Geoffroy Roux de Bézieux a dit qu'il fallait travailler un peu plus, et Laurent Berger a hurlé. Pour moi, Laurent Berger a hurlé trop vite. Nous sommes dans un corps atrophié. Nous sommes comme un sportif qui a perdu, aujourd'hui, on estime qu'il a perdu 6% de ses muscles. Aujourd'hui, mi-avril, dans un mois, on dira qu'il en a perdu 8 ou 10%. Quand on a perdu 10% de ses muscles, on ne peut pas redémarrer comme la veille. On ne peut pas redémarrer comme le 10 mars ou le 30 décembre. On ne peut pas. Il faut se remuscler. Et pour se remuscler, il faut faire des sacrifices pour redonner de la force. Il faut se réentraîner, etc. Et pour moi, se remuscler, ça veut dire aussi que l'ensemble du pays doit faire des efforts. C'est-à-dire qu'il faut accepter de travailler peut-être 5%, 10% de plus. Si on travaille 10 ou 20% de plus, on va peut-être se remuscler en 2 ans au lieu de 4 ans, au lieu de 6 ans. Parce que pour retrouver un PIB de 10% de moins, il faut du temps, avec une croissance de 1,5% par an. Donc là, on est sur la position de l'État. Il faut se remuscler, il faut refondre ça. C'est pour ça qu'il y a une réinvention à faire. Pour les DCF, les directeurs commerciaux, bien sûr, il faut imaginer le monde de demain. Je vous parlais de la 5G, mais la 5G transforme beaucoup de choses. On a parlé de l'agroalimentaire rapidement, de beaucoup de choses. On pourrait parler du meuble, on pourrait parler du textile, il y a énormément de produits, de comportements qui vont changer. Il y a beaucoup de services qui vont se développer. Il y a des produits dont on va peut-être retrouver une vie plus longue. Enfin, tout cela se transforme et ces pressions des gens, les attentes qui vont s'exprimer, peut-être pas par grand monde, mais par des esprits un peu plus décideurs que d'autres, vont entraîner les autres. Vous savez,
l'un de mes premiers jobs, c'était de travailler dans une grande marque de meubles, un distributeur de meubles. Quand Ikea est arrivé, on est allé le visiter, je crois que c'était en 73 ou 74, ça fait longtemps. On est allé visiter à Munich. Et les gens avec qui j'étais ont dit, mais attendez, c'est pas du bois qui flotte, c'est du bois qui coule. Nous, on a des meubles en bois qui flotte, pas en bois qui coule. Et tout le monde a dit, bah oui, ça va se casser la figure rapidement. Ikea est numéro 1 mondial du meuble aujourd'hui. Donc, c'est là où c'est complexe, parce que ce meuble-là, c'est de l'aggloméré de colle, très souvent, et de particules de bois. Il y a de temps en temps des meubles en bois massif, souvent du pin, qui n'a pas forcément une durée de vie très longue. Mais les choses se transforment, c'est-à-dire que les exigences des consommateurs vont peut-être changer. Avoir des meubles qui sont à jeter, parce que c'est le cas aujourd'hui, pose un problème du recyclage des déchets. Et peut-être que Ikea va devoir assumer le recyclage de ces déchets. Donc, c'est des choses qui vont peut-être apparaître, qui vont prendre du temps, peut-être quelques années, quelques 10 ans, quelques 20 ans, mais qui font que le monde de 2030 sera bien différent du monde de 2020. 2020 étant une année blanche. Mais le monde de 2030 pourra être très différent. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. À ça qu'il faut se préparer, à une forme d'économie de la matière, d'économie de l'environnement, d'économie de la ville, etc. Ça va prendre de plus en plus d'importance. Et curieusement, les technologies vont beaucoup nous y aider. Alors, est-ce qu'on arrivera à suivre les technologies? Est-ce qu'on arrivera à suivre les technologies avec les matières premières dont nous avons besoin, qui sont parfois des terres rares, des matériaux critiques, qui ne sont pas très nombreux, qui sont en cours d'épuisement? C'est possible. Mais moi, je crois beaucoup en l'imagination de l'homme pour trouver des solutions. Bien, écoutez, il est resté énormément de questions, donc je ne vais pas pouvoir toutes vous les poser. Peut-être une petite conclusion avant donc de clôturer cette conférence? Moi, je crois qu'on... Alors, je reviens à la prospective, parce que c'est mon dada, que c'est important. Il faut vraiment s'y pencher aujourd'hui. C'est-à-dire voir plusieurs solutions de futur, travailler là-dessus. On ne sera pas dans le monde d'avant. Le monde d'après, 2020 est une année blanche, et on fait un pas nouveau. Alors bien sûr, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais les choses vont changer. Les mentalités ont été choquées, les industries ont été lourdement choquées, les relocalisations vont se faire. Et c'est intéressant. On a vu d'ailleurs, par exemple, les progrès de la 3D. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Des gamins de 13 ans, s'ils acceptent que je dise ce mot gamin. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, des solutions qui vont apparaître, des astuces. C'est la fin des méga-usines, c'est le grand développement des micro-usines, ça va aussi exister ces micro-usines. Et donc, on est vers un monde qui se transforme de manière extraordinaire. Et pour moi, pour certaines entreprises, si elles s'y préparent bien, c'est une chance extraordinaire. C'est fabuleux. On peut inventer le Google, l'Apple de demain. Et il est en train de se créer. Il ne faut pas le louper. Merci beaucoup, Philippe. Merci, je crois que Valdin. tout le monde a apprécié votre intervention. J'espère à une autre fois. Moi aussi. Donc, je dis au revoir à tout le monde et je donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine webconférence avec Malène Rital. Je vous laisse le dernier mot de la mot de la fin, Philippe. Bon confinement. Prenez soin de vous. Il faut vraiment faire très, très attention. Ceci dit, il faut qu'on ait cette maladie pour pouvoir se déconfiner. Donc, c'est un petit peu complexe. Au revoir.